What's up, everybody? It's Max Blumenthal for The Grey Zone. Salut tout le monde, c'est Max Blumenthal pour The Grey Zone. Pendant mon séjour en Iran, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le directeur d'Explosive Media, une société locale de films et d'animation connue pour ses vidéos Lego devenues virales. Ces vidéos se moquent de Trump et de ses sbires, les présentant comme des perdants assoiffés de sang, tout en montrant la douleur des Iraniens qui pleuraient les victimes civiles de la guerre que les États-Unis et Israël leur ont imposée. Depuis mon retour d'Iran, les vidéos Lego d'Explosive Media continuent de provoquer des crises chez certaines figures du mouvement MAGA, comme Laura Loomer, cette militante haineuse au visage abîmé par la chirurgie esthétique. Hate-filled botched plastic surgery victim Laura Loomer. Following a series of mocking Lego videos, Loomer is... Après une série de vidéos Lego moqueuses, Loomer a promis de faire arrêter et expulser tout le personnel d'Explosive Media des États-Unis. Mais malheureusement pour elle, j'ai retrouvé leur directeur dans un bureau de sa ville natale, à Téhéran, où il travaille sous anonymat pour sa propre sécurité. Là-bas, il m'a expliqué comment lui et son équipe ont réussi à déconstruire et à reproduire à l'envers la propagande américaine sur le changement de régime. Malheureusement, nous avons eu un problème de micro-cravate pendant l'entretien, ce qui a altéré le son. Désolé pour ça, mais je pense quand même que vous trouverez cet échange vraiment passionnant. Regardez. Alors, j'ai le droit de mettre une partie de ton travail sur YouTube avec cette interview? Oui, on peut commencer avec toi, parce que tu as été banni de YouTube. C'est bien ça? Oui, Charles, je crois qu'on a été banni de YouTube 3 fois. Donc, si l'une de vos vidéos Lego se retrouve par exemple sur The Grey Zone, est-ce que cette vidéo sera bloquée? Je veux dire, vos vidéos, votre travail, est-ce qu'ils ont le droit d'être sur YouTube, qui appartient quand même au sous-traitant militaire Google? Ça dépend. Ça dépend de jusqu'où ça devient viral, et ça dépend aussi de quelle partie de nos vidéos est visée. Le fait que ça devienne viral, que ce soit simplement diffusé, ce n'est pas ça qui compte vraiment. Donc, si c'est trop viral, et que par exemple, vous montrez Kash Patel en train de boire une bière avec l'équipe américaine de hockey, à bord d'un vol officiel, des choses qui ont dégoûté beaucoup d'Américains, y compris des conservateurs qui soutenaient le mouvement MAGA, eh bien, ça c'est supprimé. Comment ça s'est passé au début de la guerre? Je pense que c'est parce que nos vidéos étaient inimaginables. C'est arrivé au tout début du conflit. Mais dès qu'ils voyaient nos vidéos devenir virales, ils les bloquaient. Notre compte Instagram a été fermé 3 fois. Notre chaîne YouTube aussi, 3 fois. Même nos autres comptes Google ont été désactivés. On ne pouvait même plus créer un compte Google sur nos propres téléphones, ni rien de ce genre. Oui, ça arrive très souvent. Je sais avec certitude que l'administration, tout comme celle de Trump ou celle de Biden, peut aller voir les entreprises technologiques de la Silicon Valley et leur dire de retirer certains contenus. Donc j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait, ce qui prouve à quel point ces médias sont explosifs. Ils nous ont fait des choses similaires à The Grey Zone, par exemple quand on a vendu un t-shirt avec Joe Biden dessus et la mention Nord Stream Bomber. Mais pour moi, ça montre surtout qu'ils ont réussi à toucher quelque chose de profond dans la psyché américaine et qu'ils ont, d'une certaine manière, fissuré la psyché MAGA de l'intérieur. Voilà ce qui se passe, je pense. Pour le dire un peu plus politiquement, c'est le nouvel ordre des plateformes. De la même façon qu'il existe un ordre politique entre les puissances qui gouvernent, il existe aussi un ordre politique sur les plateformes, et on ne peut pas le nier. Mais je pense qu'à partir de maintenant, on peut parler de ce qu'il faut faire pour changer cet ordre. Quand on connaît les Américains, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est comme ça qu'on les comprend.
Je pense qu'on fait une sorte d'ingénierie inverse de leurs opérations, de la manière dont ils veulent les mener contre nous. Pourquoi? Parce qu'ils mènent des opérations médiatiques contre nous, fondées sur leurs propres présupposés. Et quand on fait cette ingénierie inverse de leurs opérations médiatiques, quand on essaye, pour ainsi dire, de voir quels concepts ils utilisent pour nous attaquer, on comprend que leur sujet d'étude, leur cas d'école, c'est le public américain. Et c'est exactement ça qu'on utilise contre eux. Vous dites que votre compréhension de la psychologie américaine, ou votre capacité à y accéder, vient d'une étude, d'une enquête, ou que c'est quelque chose de plus naturel. J'ai l'impression que c'était plutôt spontané. Vos vidéos semblaient naturelles, et des millions d'Américains les partageaient. On a commencé d'abord avec les vidéos Lego, au tout début de la guerre. Et la guerre, en elle-même, a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose pour notre pays en temps de guerre, on y met tout ce qu'on a. On y met tout notre être. Et naturellement, on essaye d'utiliser toutes nos ressources intérieures, tout ce qu'on a appris, tout ce en quoi on a cru. Mais Mo, je veux te dire quelque chose. Dans notre équipe, une équipe d'une dizaine de personnes environ, on a des chercheurs en politique publique, on a des psychologues, et notre groupe est composé de gens qui ont étudié dans différents domaines au MIT. Et ça les a amenés à faire des analyses qui paraissent très précises. Mais c'est surtout parce que ils ont vécu dans cet environnement-là, nourris par les médias américains. Et ça, à mon avis, c'est encore plus important. Le fait que nos gars aient été nourris par les médias américains, je pense que c'est ça qui a tout déclenché. Il y avait donc une composante de la diaspora, des gens qui parlent anglais, viennent des États-Unis et comprennent le monde dans lequel les Américains vivaient sous Trump. Moore a fait appel à des personnes qui étaient immigrées aux États-Unis ou qui y avaient vécu. On a pris leurs conseils. Parlons-en un peu. S'exprimer dans cet espace ne nous oblige pas vraiment à parler depuis l'environnement américain. Si on suit la ligne de contenu de la plateforme, on comprend vite ce que le public aime en ce moment. Je n'ai pas besoin d'être, je sais pas, en Californie, à New York ou ailleurs. Cette ligne de contenu trouve sa propre voix, et on s'en sert. Pour donner un exemple, le mot qu'on a choisi pour le titre du clip, c'était « loser ». C'était pas seulement parce que « loser » est un mot qu'on entend souvent aux États-Unis, mais parce qu'on savait que les gens narcissiques, comme Trump, ne détestent pas ce mot. Et c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Oui, c'est vrai. On aurait pu penser que c'était du simple bon sens, mais pour une raison ou une autre, les démocrates n'ont pas réussi à le comprendre. Aucun humoriste n'a réussi à se moquer de Trump efficacement. Alec Baldwin a essayé dans Saturday Night Live, et en fait, ça a plutôt aidé Trump, vu la manière dont les libéraux se moquaient de lui. Les humoristes n'arrivaient pas à l'imiter. C'est la première fois que je vois une sorte de parodie, un véhicule satirique, réussir à lui enlever cette espèce d'aura, ce mystère autour de lui. Est-ce que c'est parce que vous avez choisi de le représenter en personnage Lego? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce choix des Lego qui vous a aussi permis de susciter de la sympathie? Le même type de personnage vous avait permis, par exemple, de susciter de la compassion pour les victimes dans Minop. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce personnage Lego? Ce que je préfère quand je négocie avec les gens à propos des présupposés, c'est la technique médiatique que cela implique. L'ego, comme c'est un langage visuel universel, permet de faire passer une idée beaucoup plus facilement. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi d'utiliser l'ego. La deuxième, c'est que ça atténue la violence des images. Et du coup, les scènes de guerre qui sont censées être révélatrices choquent moins le public. On est allé assez loin dans cette approche avec l'ego
et ça nous a permis de réaliser nos objectifs médiatiques à l'intérieur de cet univers. Et vous, quel était votre objectif? Qu'est-ce que vous cherchiez à accomplir dès le départ, quand vous avez lancé ce projet? Notre premier objectif dans cette guerre, c'était de défendre notre pays. D'abord, nous voulions briser le mur de la censure, ce mur qui avait construit une image fausse et négative de l'Iran et qui empêchait que la véritable image de l'Iran soit montrée. Notre premier but, c'était vraiment de faire tomber ce mur de la censure. Le second, c'était de montrer la force de l'Iran et des Iraniens dans la guerre, pour que peu importe désormais que l'Amérique ait été ou non une superpuissance. Je veux montrer qu'aujourd'hui, un pays peut se dresser face aux États-Unis qui l'ont envahi et même gagner la guerre. J'ai lu plusieurs interviews avec vous, et corrigez-moi si je me trompe, mais vous vous êtes déjà décrit comme un critique, voire un opposant de la République islamique. Vous avez aussi dit que vous aviez un peu changé, peut-être à travers l'expérience de cette guerre. Est-ce que vous pouvez expliquer comment votre état d'esprit a évolué ces derniers mois, ou peut-être depuis la guerre de 12 jours l'an dernier? Laissez-moi vous raconter un souvenir intéressant. À l'époque, quand on subissait de fortes attaques médiatiques venues d'Amérique et de médias hostiles, on était plus jeunes, moins instruits, et on critiquait beaucoup notre propre système. On pensait que tout était de sa faute. Mais quand on a étudié et qu'on a décidé de sortir de notre zone de confort médiatique, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple. Et puis, sur ce chemin, il y a eu beaucoup de manifestations. Par exemple, dans les années 90, certains de nos camarades faisaient même partie des protestataires contre les politiques économiques du pays. Mais quand je suis entré dans les milieux politiques et que j'ai approfondi mes études, j'ai compris que ce n'était pas vraiment le cas. Pour le dire simplement, il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Alors, tu veux vivre ça d'abord pour que je puisse raconter un souvenir. Continue, qu'on puisse applaudir. Ah, et quoi que c'était, on avait une expression, il nous a fallu beaucoup de temps avant d'appeler M. Khamenei Aga. Aujourd'hui, en Iran, tu entends souvent qu'on l'appelle Aga. Au début, peut-être qu'on l'appelait autrement. À l'époque, on n'utilisait peut-être pas les bons mots. Mais quand on a compris à quel point il travaillait avec compassion pour le pays et qu'on a vu la pression médiatique étrange qu'on subissait, on s'est mis à étudier, à faire du travail médiatique. Et après ça, notre compréhension a évolué, elle s'est approfondie. On a compris où on vivait et on a décidé d'entrer dans les médias, une bonne fois pour toutes, pour changer l'atmosphère. Mais alors, quel a été le vrai déclic? C'était la guerre. Le moment où vous avez découvert les sanctions. Comment ça s'est passé, ce basculement, où vous avez compris que l'Iran était une cible de l'Empire? Qasem Soleimani. Après le martyre de Qasem Soleimani, quelque chose d'étrange s'est produit en Iran. Et c'est là que Trump a commis son erreur fatale, l'assassiner. Après sa mort, beaucoup de jeunes comme moi ont décidé de changer de voie. Ils ont eu le sentiment qu'on leur avait enlevé quelqu'un qui avait toujours travaillé pour eux, qui s'était battu pour eux, qui s'était soucié d'eux, un ami qu'on leur avait pris. Après ça, on a été sous le choc. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'étudier en profondeur ce qui nous arrivait. Et ensuite, moi et beaucoup de mes amis, on a commencé à poursuivre ce chemin. Soleimani a clairement été tué à cause de l'influence israélienne au sein de l'administration Trump. C'est mon opinion. On a mené des enquêtes là-dessus. Mike Pompeo et Netanyahou ont joué un rôle clé pour convaincre Donald Trump. Mais dans vos vidéos, vous vous concentrez, pas exclusivement, mais en grande partie sur les États-Unis. Vous en parlez,
vous montrez l'influence sioniste et les symboles qui y sont liés. Votre but, c'est d'agir sur la psychologie des Américains. Est-ce que c'est toujours votre objectif, d'influencer la psychologie des Américains? Et pourquoi n'avez-vous pas visé ou tourné en dérision les dirigeants israéliens de la même manière? Est-ce parce que vous pensez qu'il existe une partie de la société américaine qu'on peut convaincre qui est contre la guerre et réceptive à votre message? Parce que de toute évidence, les Israéliens sont totalement génocidaires. Honestly, the truth is exactly what you said. Honnêtement, la vérité, c'est exactement ce que vous venez de dire. Nous voyons Israël comme une région, une sorte de prison à ciel ouvert, une garnison militaire. Ce qu'ils ont fait à la Palestine, d'abord la transformer en garnison, en prison à ciel ouvert, eh bien, eux-mêmes sont aussi devenus une garnison militaire. Rien ne circule à l'intérieur, tout est enfermé dans une structure complètement close. Mais, comme le peuple américain est très connecté aux médias et qu'il a une culture plutôt combative, parfois même contestataire, il y a de l'espoir. L'espoir qu'un jour, il se lèvera et fera entendre cette voix. Donc oui, selon nous, critiquer les politiques américaines et même le peuple américain peut en réalité contribuer à provoquer cette transformation mondiale. Nous, franchement, nous ne voyons pas Israël dans une position où il voudrait changer. Pas du tout. Israel as being in a position to want to change at all. We're seeing an example of that right now. It's committed. On en voit un exemple en ce moment. C'est en train de commettre un génocide. Ce dont nous parlons à propos d'Israël va au-delà de la guerre. Rien ne les atteint. Ils sont complètement enfermés dans une structure close. Mais avec le peuple américain, comme il est exposé aux médias et qu'il a une culture plus directe, parfois même conflictuelle, il y a de l'espoir. L'espoir qu'un jour, il se lève et fasse entendre cette voix. Et oui, nous pensons que critiquer les politiques américaines et même le peuple américain peut réellement contribuer à provoquer ce changement mondial. Nous ne voyons vraiment pas Israël dans une position où il voudrait changer. On en voit la preuve en ce moment même. C'est en train de commettre un génocide. Quand on parle d'Israël, on parle de quelque chose qui dépasse la guerre. About something beyond war when it comes to Israel. Donc si votre cible, ce sont les Américains, en gros vous faites du soft power, comme l'a décrit le stratège impérial Joseph Nye. Amenez les gens d'autres pays à vouloir ce que vous voulez. Mais votre dernière vidéo, publiée le 4 juillet, c'est une critique assez féroce de la fondation des États-Unis. En gros, que le pays a été fondé sur un génocide, ce qui est, disons, un fait objectif. Est-ce que vous pensez que vous pourriez perdre une partie du public américain en vous attaquant directement aux fondations du pays? Est-ce que ça marque un tournant dans votre message et dans le public que vous visez? All right then. Let me go ahead and initiate a Très bien. conversation right. Laissez-moi lancer une toute nouvelle conversation, ici et maintenant. Ça fait longtemps que j'y pense. Je me demandais si je devais vous le dire ou pas, mais franchement, c'est assez troublant de voir que le rêve américain est terminé et que les États-Unis sont devenus un pays où il ne reste plus qu'un grand rêve sans réalité derrière. Je suis contrarié que certains Américains puissent être offensés par notre contenu et le prendre personnellement. Mais j'aimerais leur poser une seule question. À votre avis, après Khamenei et des gens comme lui, est-ce que le rêve de liberté peut encore survivre? Y a-t-il quelqu'un qui leur offrira la liberté gratuitement, sans qu'ils aient à faire le moindre effort? Et j'ai une autre question. Et si l'Iran n'existait pas? Dans ce cas, à quel point le peuple américain pourrait-il vraiment comprendre la Palestine? Je ne parle pas de savoir qui, en dehors de l'Iran et de la Palestine, les soutient aujourd'hui. Mais si l'Iran n'existait pas, combien d'Américains se réveilleraient vraiment? Iran didn't exist, how many Americans would actually wake up? This is my criticism of Americans. You are Voici ma critique envers les Américains. Vous prenez des mesures trop faciles. Comparé à M. Khamenei, vous avancez sans difficulté. Mais à mon avis, se contenter de parler de liberté, ce n'est pas suffisant. Encore une fois, il faut agir. Ne vous contentez pas de parler de liberté ensemble. Votre rassemblement doit incarner la liberté. Si vous voulez vraiment faire la différence, la première étape, c'est d'en parler.
même sur vos propres plateformes. C'est ça qui me dérange. Je pense que la seule façon d'avancer, c'est d'en discuter d'abord entre vous. Il s'agit de soutenir les actions des uns et des autres. Nous avons réalisé beaucoup de vidéos possibles. Parfois, il y a même eu de petits incidents irrespectueux, mais ce n'était pas nos actions. Nous faisons attention à beaucoup de choses, mais je pense que se critiquer entre nous peut aussi être une bonne chose. La véritable amitié, c'est quand on se critique mutuellement. Les gens qui nous font complimenter, eux, restent en surface. Vous avez été pris pour cible en ligne. Il y a eu des tentatives au plus haut niveau pour vous censurer. Est-ce que vous craignez, étant donné l'intention déclarée d'Israël, d'assassiner des journalistes? Ils ont tué de nombreux influenceurs à Gaza et au Liban. Que vous puissiez devenir une cible à cause du succès de votre travail et du nombre de personnes puissantes que cela a mis en colère. Eh bien, je pense que nos actions montrent que nous n'avons pas eu peur et que nous avons avancé. Mais franchement, si je parle avec le cœur, après le martyre de M. Khamenei, la réalité du monde nous paraît bien insignifiante. Et non seulement nous n'avons pas peur de la mort, mais en fait, nous l'accueillons. Nous accueillons aussi le danger. Aujourd'hui, nous ne voyons même plus ce que nous faisons comme quelque chose de vraiment dangereux. Nous voulons nous rapprocher beaucoup plus des peuples du monde, dénoncer encore davantage les crimes d'Israël, critiquer encore plus les politiques de l'Amérique. Et si la mort vient pour nous, comme pour M. Khamenei, ce sera une mort victorieuse. Quels sont vos prochains projets? Peut-être un film Lego. Nous avons fixé certaines limites qui, à mon avis, devraient permettre de résoudre les différends. Les différends artificiels entre le peuple iranien et le peuple américain ne concernaient pas vraiment leur gouvernement. En ce moment, nous faisons des recherches et nous travaillons sur le sujet de l'ambassade des États-Unis en Iran, du dollar et de l'époque Pahlavi. Nous réalisons un documentaire animé et c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Si nous restons en vie, si nous survivons à la prochaine guerre, nous aimerions poursuivre ce projet. Pour l'instant, nous en sommes à la phase de recherche afin de pouvoir mener ce travail à bien. Nous ne sommes pas seulement des éducateurs iraniens pour aujourd'hui. Nous ne devrions pas être des éducateurs iraniens seulement pour aujourd'hui. Nous devons ramener tous les problèmes ici pour avoir une vision d'ensemble. C'est pour les images documentaires de l'Iran. C'est pour l'Iran. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à propos de ce projet? Depuis l'ambassade, cela remonte à l'époque du régime Pahlavi en Iran. Je peux recommander un livre que vous pourriez emporter aux États-Unis ou ailleurs pour le faire connaître. Ce livre s'appelle Roosevelt Street Station. C'est un documentaire complet fondé sur des documents à propos des espions américains en Iran. Il montre tout cela de manière entièrement documentée, depuis l'époque du Shah, et explique ce qui s'est passé à l'ambassade. C'est ce qui a conduit les Iraniens à l'appeler le repère de l'espionnage et à la fermer. Peut-être que nous ne voulions pas en arriver là, mais à mon avis, il est important de comprendre pourquoi. La raison, c'est que l'ambassade américaine en Iran faisait de l'espionnage. Et c'est pour cela qu'elle a dû être fermée. Il faut un peu plus d'unité entre les peuples iraniens et américains pour qu'ils puissent reconnaître la véritable source du mal, la comprendre, et peu à peu s'éloigner de ces politiques. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis sûr que beaucoup de baby-boomers américains voudront le regarder aussi, parce que ça a été un moment clé dans leur formation et dans leur compréhension de la République islamique. C'est un choix fascinant, mais j'ai hâte de découvrir d'autres de vos travaux. Et c'était un immense honneur de vous rencontrer en personne. Je me suis souvent demandé à quoi vous ressembliez et comment vous étiez. Je vous souhaite encore plus de succès. Merci beaucoup.
Yeah, more success to you. Thanks a lot. Je vous en prie.